La République de Platon, livre 3e, suite. Rappelle-toi aussi qu'antérieurement à ceci, nous disions que nous avions traité du fond du discours, mais qu'il nous restait à en examiner la forme. Je me le rappelle. Je disais donc précisément qu'il nous fallait décider si nous permettions aux poètes de composer des récits purement imitatifs, ou d'imiter telle chose et non telle autre, et lesquels de part et d'autre, ou si nous leur interdirions l'imitation. Je devine, dit-il, que tu examineras si nous devons admettre ou non la tragédie et la comédie dans notre cité. Peut-être, répondis-je, et peut-être plus que cela, car je ne le sais pas encore. Mais par où la raison, comme un souffle, nous porte, par là nous devons aller. Voilà qui est bien dit. Maintenant, Adimante examine si nos gardiens doivent être ou non des imitateurs. De ce que nous avons dit plus haut, ne suit-il pas que chacun ne peut bellement exercer qu'un métier, non pas plusieurs, et que celui qui tenterait de s'adonner à plusieurs échouerait en tous, de manière à n'y point acquérir de réputation? Comment cela n'arriverait-il pas? Or le raisonnement n'est-il pas le même concernant l'imitation? Le même homme peut-il imiter plusieurs choses aussi bien qu'une seule? Non, assurément. Encore moins pourra-t-il exercer à la fois une profession importante et imiter plusieurs choses, être imitateur, puisque les mêmes personnes ne peuvent réussir en deux formes d'imitation qui paraissent voisines l'une de l'autre, comme la tragédie et la comédie. Ne les appelais-tu pas tout à l'heure des imitations? Si, et tu as raison de dire que les mêmes personnes ne peuvent y réussir. On ne peut même pas être à la fois rhapsode et acteur, c'est vrai. Et les acteurs qui jouent dans les comédies et les tragédies ne sont pas les mêmes. Or, tout cela est imitation, n'est-ce pas? Imitation. Il me semble, Adimante, que la nature humaine est réduite en partie encore plus petite, de sorte que l'homme ne peut bien imiter que plusieurs choses ou faire les choses mêmes que reproduit l'imitation. Rien de plus vrai, dit-il. Si donc nous maintenons notre premier principe, à savoir que nos gardiens dispensés de tous les autres métiers doivent être les artisans tout dévoués de l'indépendance de la cité, et négliger ce qui n'y porte point. Il faut qu'ils ne fassent et n'imitent rien d'autre. S'ils imitent, que ce soit les qualités qu'il leur convient d'acquérir dès l'enfance, le courage, la tempérance, la sainteté, la libéralité, et les autres vertus du même genre. Mais la bassesse, ils ne doivent ni la pratiquer, ni savoir habilement l'imiter. Non plus qu'aucun des autres vices, de peur que, de l'imitation, ils ne recueillent le fruit de la réalité. Ou bien n'as-tu pas remarqué que l'imitation, si depuis l'enfance on persévère à la cultiver, se fixe dans les habitudes et devient une seconde nature pour le corps, la voix et l'esprit? Certainement, répondit-il. Nous ne souffrirons donc pas, repris-je, que ceux dont nous prétendons prendre soin et qui doivent devenir des hommes vertueux imitent, eux qui sont des hommes, une femme jeune ou vieille injuriant son mari, rivalisant avec les dieux et se glorifiant de son bonheur, ou se trouvant dans le malheur, dans le deuil et dans les larmes. À plus forte raison n'admettrons-nous pas qu'ils l'imitent malade, amoureuse ou en mal d'enfant. Non, certes, dit-il. Ni qu'ils imitent les esclaves, mâles ou femelles, dans leurs actions serviles. Cela non plus. Ni ce semblent les hommes méchants et lâches qui font le contraire de ce que nous disions tout à l'heure, qui se rabaissent et se raillent les uns les autres, et tiennent des propos honteux, soit dans l'ivresse, soit de sang-froid, ni toutes les fautes dont se rendent coupables de pareils gens, en actes et en paroles, envers eux-mêmes et envers les autres. Je pense qu'il ne faut pas non plus les habituer à contrefaire le langage et la conduite des fous, car il faut connaître les fous et les méchants, hommes et femmes, mais ne rien faire de ce qu'ils font et ne pas les imiter. Cela est très vrai, dit-il. Quoi donc? Poursuivis-je. Imiteront-ils les forgerons, les autres artisans, les rameurs qui font avancer les trirèmes, les maîtres d'équipage
et tout ce qui se rapporte à ces métiers. Et comment, répliqua-t-il, le leur permettrait-on, puisqu'ils n'auront même pas le droit de s'occuper d'aucun de ces métiers? Et le hennissement des chevaux, le mugissement des taureaux, le murmure des rivières, le fracas de la mer, le tonnerre et tous les bruits du même genre, les imiteront-ils? Non, répondit-il, car il leur est interdit d'être fous et d'imiter les fous. Si donc, repris-je, je comprends ta pensée. Il est une manière de parler et de raconter que suit le véritable honnête homme lorsqu'il a quelque chose à dire, et il en est une autre différente à laquelle s'attache et se conforme toujours l'homme de nature et d'éducation contraire. Quelles sont ces manières? Demanda-t-il. L'homme mesuré, ce me semble, quand il sera amené dans un récit à rapporter quelques mots ou quelque action d'un homme bon, voudra s'exprimer comme s'il était cet homme et ne rougira pas d'une telle imitation, surtout s'il imite quelques traits de fermeté ou de sagesse. Il imitera moins souvent et moins bien son modèle quand celui-ci aura failli sous l'effet de la maladie, de l'amour, de l'ivresse ou d'un autre accident. Et lorsqu'il aura à parler d'un homme indigne de lui, il ne consentira pas à l'imiter sérieusement, sinon en passant, quand cet homme aura fait quelque chose de bien. Et encore en éprouvera-t-il de la honte, à la fois parce qu'il n'est point exercé à imiter de tels hommes, et parce qu'il lui répugne de se modeler et de se former sur le type de gens qui ne le valent pas. Au fond, il méprise l'imitation et n'y voit qu'un amusement. C'est naturel, dit-il. Il se servira donc d'une forme de récit pareille à celle dont nous parlions, il y a un moment, à propos des vers d'Homère, et son discours participera à la fois de l'imitation et de la narration simple. Mais dans un long discours, il n'y aura qu'une petite part d'imitation. N'ai-je pas raison? Assurément, répondit-il, tel doit être le type de cet orateur. Par conséquent, repris-je, l'orateur différent dans la mesure où il sera plus médiocre, imitera tout et ne croira rien indigne de lui, de sorte qu'il tentera sérieusement de contrefaire, en présence de nombreux auditoires, ce que nous énumérions tout à l'heure. Le bruit du tonnerre, des vents, de la grêle, des essieux, des poulies, les sons de la trompette, de la flûte, de la syrinx, de tous les instruments, et de plus les cris des chiens, des moutons et des oiseaux. Son discours tout entier sera imitatif de voix et de gestes, il n'y entrera que peu de récits. Oui, dit-il, c'est inévitable. Voilà les deux sortes de récits dont je voulais parler, et en effet, elles existent. Or, la première ne comporte que de faibles variations, et lorsqu'on aura donné au discours l'harmonie et le rythme qui lui conviennent, on n'aura guère qu'à conserver cette même et unique harmonie qui est presque uniforme et un rythme qui semblablement ne change pas. C'est tout à fait comme tu dis. Mais l'autre n'exige-t-il pas le contraire? Ne lui faut-il pas toutes les harmonies, tous les rythmes pour s'exprimer de la manière qui lui est propre, puisqu'elle comporte toutes les formes de variation? C'est très juste. Mais tous les poètes, et en général ceux qui racontent, n'emploient-ils pas l'une ou l'autre de ces formes de fiction, ou un mélange des deux? Nécessairement, dit-il. Que ferons-nous donc, poursuivis-je? Admettrons-nous dans notre cité toutes ces formes, l'une ou l'autre des formes pures, ou leur mélange? Si mon opinion l'emporte, répondit-il, nous nous déciderons en faveur de la forme pure qui imite l'homme de bien. Cependant, Adimante, la forme mélangée a bien de l'agrément, et la forme de beaucoup la plus agréable aux enfants, à leur gouverneur et à la foule, est l'opposé de celle que tu préfères. C'est en effet la plus agréable. Mais repris-je, tu me diras peut-être qu'elle ne convient pas à notre gouvernement, parce qu'il n'y a point chez nous d'hommes doubles ni multiples, et que chacun n'y fait qu'une seule chose. En effet, elle ne convient pas. N'est-ce donc pas à cause de cela que dans notre cité seulement, on trouvera le cordonnier, cordonnier, et non pas pilote en même temps que cordonnier, le laboureur, laboureur, et non pas juge en même temps que laboureur, le guerrier, guerrier, et non pas commerçant en même temps que guerrier, et ainsi de tous?
C'est vrai, dit-il.